Marie. Madame la Présidente, Mesdames les députés, Mesdames, puisqu'il n'y a pas de messieurs, je vous remercie de votre invitation et puisque nous avons ici une députée de la Commission des lois, je voudrais attirer d'abord votre attention sur le fait que la France signe des engagements internationaux et il est essentiel pour notre crédibilité d'en tirer toutes les conséquences sur le plan législatif. Et c'est votre mission à partir du moment où vous avez signé les instruments de ratification de ces textes-là. Il y a bien sûr la convention la CEDAW, donc la Convention sur l'élimination de la discrimination faite aux femmes de 1979, qui est une des conventions les plus universelles au monde et qui est soumise au contrôle du comité CEDAW qui examine la façon dont la France acquitte de ses obligations. En novembre 2023, le CEDAW a dit très clairement que la définition pénale du viol était totalement insuffisante et a demandé à la France de modifier le code pénal de manière à ce que la définition du viol soit fondée sur l'absence de consentement, qu'il couvre tous les actes sexuels non consentis, ce qui n'est pas permis aujourd'hui, et tienne compte de toutes les circonstances coercitives conformément aux normes internationales relatives aux droits de l'homme. Et là, la référence, c'est celle de la Convention d'Istanbul, qui a beau être une convention préparée dans le cadre du Conseil de l'Europe. C'est une convention à vocation universelle, donc n'importe qui, comme État, peut la ratifier, même s'il n'est pas membre du Conseil de l'Europe, et qui est soumise au contrôle du GREVIO, qui est cet organe du Conseil de l'Europe. Le Conseil de l'Europe examine également la France, est en train de le faire actuellement et devrait sans surprise reprendre les arguments qu'il a posés la dernière fois en 2019 dans un rapport très complet et qui explique bien que compte tenu de la façon dont est rédigée notre loi, elle est totalement insuffisante pour prendre en charge tous les cas d'actes sexuels non consentis, qu'il y a une grande variabilité des interprétations faites par les magistrats des 4 critères violence, menace, contrainte ou surprise, et qu'il est important de respecter l'article 36 de la Convention d'Istanbul et de articuler de manière plus large pour pouvoir lutter contre l'impunité, d'articuler donc les critères qui permettent d'entrer en voie de condamnation. Au-delà de ces 2 instances qui sont extrêmement importantes, sur des instruments qui sont, je le rappelle, juridiquement contraignants, il y a un grand mouvement dans le monde pour changer les définitions autour des violences sexuelles et placer le consentement comme étant un grand principe. Les Canadiens, vous le savez, l'ont fait il y a très longtemps, 1983. Et depuis, en Europe, il y a une grande vague. L'Allemagne, la Croatie, Chypre, le Danemark, l'Espagne, la Finlande, la Grèce, l'Islande, l'Irlande, le Luxembourg, Malte, le Royaume-Uni, la Slovénie, la Suède, la Suisse et en 2022, la Belgique, qui a un système juridictionnel qui est extrêmement proche du nôtre et nous aurions grand mérite à nous inspirer de ce que font les Belges. Je voudrais, après avoir fait ce panorama-là, vous rappeler que la France a une diplomatie féministe extrêmement intéressante, qui n'est pas que de la communication, qui a un vrai intérêt, et que si elle veut rester crédible quand elle propose à l'Assemblée générale des Nations unies des résolutions sur l'accueil des victimes de violences sexuelles et de victimes de violences sexistes, il est très important qu'elle applique ce qu'on appelle le principe interne-externe, c'est-à-dire la cohérence entre ce qu'elle prône à l'extérieur et ce qu'elle fait à l'intérieur. Les chiffres que vous avez rappelés, Madame la Présidente, quant au classement sans suite et à l'impact, au nombre de violences sexuelles qui sont recensées dans notre pays sont affolants. Et nous sommes très très loin d'en avoir pris, de pouvoir saisir ce phénomène-là d'un point de vue policier et judiciaire. Puisque donc là, je prends ma casquette de magistrat et vous dis que ce qui fonctionne, et on le sait pour plein d'exemples, puisqu'il n'y a pas de fatalité, ce qui fonctionne pour faire reculer un phénomène infractionnel, ça n'est pas d'avoir des peines qui sont sévères, c'est le taux d'élucidation, c'est-à-dire d'avoir la certitude que quand vous commettez un acte infractionnel, vous êtes pris, qu'il y a une réponse pénale. Or, aujourd'hui, nous avons, si nous croisons les chiffres des enquêtes de victimation de l'INSEE et le nombre de condamnations annuelles, nous avons un taux qui est inférieur à moins de 1%. Ce serait plutôt du 0,6% de faits ressentis comme étant des viols qui donneraient lieu à condamnation. Et si on prend les chiffres du ministère de la Justice par rapport aux plaintes enregistrées, qui rentrent dans la chaîne pénale, on est entre 14 et 16%, avec aussi Infostat qui nous indique que depuis
le traumatisme d'Outreau, il y a une baisse de 40% du nombre de condamnations en matière de viol. C'est l'Infostat 2018, il date un petit peu, mais il n'y a pas eu d'autres documents plus récents, malheureusement. Donc aujourd'hui, on a un problème de législation qui ne s'arrête pas qu'à un problème de législation, évidemment, mais la législation étant d'interprétation stricte en droit pénal, ça irrigue aussi la façon dont on mène les enquêtes. Les femmes sont la cible des enquêtes dans le sens où elles se retrouvent en tant que plaignantes à faire l'objet d'un examen de crédibilité qui est extrêmement virulent autour de l'archétype, soit de la sainte que nous avons avec l'incarnation de Gisèle Pellicot aujourd'hui dans ce procès qui nous travaille tous, soit de la fabulatrice, soit de la provocatrice, avec l'idée de « Elle l'a bien cherché » qui est le titre d'un livre de Madame Jolicose et d'un documentaire. En gros, aujourd'hui, nous n'avons pas posé le principe. Le consentement est partout, et il est nulle part, parce que c'est un fantôme de la loi. Il faut poser non seulement le principe pour éviter l'optimisation sexuelle. Aujourd'hui, si vous n'êtes pas pris sur les 4 critères, ce n'est pas un viol. Donc, on est dans un système d'optimisation sexuelle. Donc, en posant le principe, ça ne suffirait pas. Dire juste non consenti ou non librement consenti serait absolument inutile, voire même contre-productif. Il faut absolument ouvrir les critères pour pouvoir faire entrer les états de sidération, la ruse. Moi, j'ai énormément vu de dossiers où les violeurs faisaient l'objet d'utiliser des stratégies de ruse. Et il faut bien sûr une parole politique forte, des moyens conséquents et mettre cette répression dans une logique plus globale avec une cohérence entre les actions de prévention et d'éducation au consentement et avec donc une logique de répression de façon à ce qu'on ait beaucoup plus de violeurs qui passent par le filet de la justice. Ma conviction, c'est que ce sont souvent des crimes sériels. Les hommes raffinent leurs techniques et donc sont de plus performants pour pouvoir sélectionner les victimes, prendre celles qui seront trop fragiles pour aller déposer plainte et choisir celles qui, si elles y vont, compte tenu des circonstances, auront beaucoup de mal à être crues, compte tenu de aussi tous les stéréotypes de genre et des structures de domination de la société. C'est assez facile dans l'état actuel des choses. Je m'arrête là pour ne pas être trop longue et je vous remercie pour votre écoute. Pardon, merci infiniment. Madame Julia